Parce que concrètement, de vous à moi, je pense que s'il n'y avait pas eu ces scènes, ce livre ne serait pas aussi coté. Enfin, on va pas se mentir. Moi, je pense que le livre serait pas aussi coté s'il n'y avait pas ces scènes-là. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vous donne mon avis sur les livres qui sont très populaires sur BookTok. Donc que ce soit le BookTok français ou le BookTok étranger, en fait il y a des livres qui reviennent tout le temps. Donc je me suis fait une petite sélection dans les livres que j'avais déjà lus et dont je vous ai pas spécialement parlé, et d'autres dont je vous ai déjà un petit peu parlé, mais vous verrez lesquels c'est. Évidemment je n'ai pas lu tous les livres qui sont recommandés par TikTok, mais si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire pour que je puisse faire une partie 2. Alors tout d'abord, je vais vous parler d'un des premiers livres que j'ai lu lorsque je suis arrivée sur Bookstagram et qui est hyper populaire, enfin vraiment il est partout, que ce soit sur Bookstagram ou sur BookTok, et donc j'ai décidé de lui laisser sa chance. Il s'agit du Prince Cruel de Holly Black, dont le tome 2 a été traduit il n'y a pas très longtemps par Rago, bref je sais pas, vous me direz comment ça se prononce dans les commentaires. C'est l'histoire de Jude, qui est une adolescente de 16 ans qui a été enlevée du monde des humains lorsqu'elle était petite avec ses sœurs, et du coup maintenant elle vit dans le monde des fées et elle essaye de se trouver un peu sa place dans le monde des fées, parce que les fées c'est des créatures qui sont hyper puissantes, qui ont des pouvoirs magiques, qui sont immortelles et qui sont cruelles en fait pour la plupart d'entre elles. Et donc Jude elle a appris à manier l'épée, à déjouer les sortilèges des fées, etc. Et un jour il y a un des princes, un des fils du roi qui déboule et qui lui demande si elle peut devenir son espionne, parce que les fées ne peuvent pas mentir alors que les humains peuvent très bien mentir, et que ça pourrait lui être très utile dans ses plans politiques. Enfin ça non plus j'ai pas trop compris d'où ça sortait, mais bon je me suis dit pourquoi pas. Mais oui, je vais vous dire que j'ai été très déçue par ce livre, parce que moi le truc s'appelle Le Prince Cruel, donc évidemment je m'attends à un prince qui est cruel, mais finalement c'était pas vraiment ça, à moins que le Prince Cruel parle d'un autre prince que le prince auquel je pensais. Mais oui, non, en fait je m'attendais vraiment pas à une fille qui se plaint tout le temps parce qu'elle se fait bully à l'école par ses camarades de classe. Certes ils sont pas très sympas, ils font que se moquer d'elle, etc. Mais moi j'avais pas signé pour ça en fait. Clairement j'avais absolument pas signé pour ça, donc quelle fut ma déception. Surtout que je trouvais qu'il n'y avait pas de plot, enfin je comprenais pas vers là où l'histoire avançait, je comprenais vraiment pas. L'introduction au monde des fées, on n'a pas énormément d'informations dessus, donc le world building est un peu bizarre. J'ai pas trop compris les personnages, alors j'ai absolument réussi à m'attacher à aucun personnage, il n'avait aucun intérêt pour moi concrètement. J'ai même pensé à arrêter ma lecture, mais vers 70-75% il y a un énorme retournement de situation et il y a enfin l'intrigue qui avance, c'est-à-dire qu'il y a vraiment le gros truc qui se passe, et il y a des trucs intéressants qui commencent à se passer. Moi je suis pas trop une personne qui attend qu'il y ait de l'action dès le début, j'aime bien quand l'histoire prend son temps, mais là pour le coup, dans le début il se passait rien et je comprenais pas là où l'histoire voulait aller, donc je me suis ennuyée à mort. J'ai même pensé à arrêter ma lecture, mais c'est là que le plot twist a surgi et que l'histoire a enfin commencé à avancer. Mais même en ayant terminé ce livre j'étais absolument pas convaincue, donc au début je pensais que peut-être j'allais donner sa chance au tome 2, mais plus j'avance et plus je me dis que je ne lirai pas la suite, parce que l'histoire ne m'intéresse pas. Je sais pas si c'est trop young adulte ou c'est juste moi qui accroche pas, mais en tout cas j'ai pas du tout accroché à ce livre, alors vraiment pas du tout. Ensuite nous avons un livre qui est extrêmement populaire, que ce soit sur BookTok, sur BookTube, sur Bookstagram, enfin vraiment tout le monde est fan de ce livre, et il s'agit tout simplement de Six of Crows, qui a été adapté il y a pas très longtemps par Netflix. Donc j'ai lu Six of Crows en janvier je crois, j'ai lu le deuxième tome un peu après, et pour le coup j'ai eu beaucoup de mal en fait au début à commencer Six of Crows, je crois que je l'avais dit dans une autre de mes vidéos, mais j'avais beaucoup de mal à me mettre dans l'histoire parce que le world building était vraiment riche, il y avait des noms, les noms étaient un peu spéciaux, le nom des villes, etc. C'était un peu dur pour se repérer, mais une fois que t'es dans l'histoire et que t'es vraiment lancé, t'es dans l'histoire et t'es vraiment lancé. Pour le coup Six of Crows ça a tous les bons éléments pour faire une bonne histoire et pour que ce soit un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur parce que je sais pas, il me manquait une petite touche de je ne sais quoi, mais je trouve quand même que c'est une excellente duologie. Les personnages sont incroyables, même si l'histoire en soi
ne commence du moins dans le tome 1 qu'à partir de 50%. Vraiment, suivre les personnages c'est vraiment un plaisir parce qu'on voit que l'autrice elle a pris du temps pour développer ses personnages, pour développer son univers, etc. Et c'est clairement une histoire qui est character driven, donc en gros c'est les caractères, oh là là, c'est les personnages qui mènent l'histoire, mais c'est hyper bien fait, c'est hyper drôle, c'est des personnages hyper originaux, en plus je trouve ils ont tous une particularité, ils ont tous leur petit caractère, donc pour le coup je comprends pourquoi est-ce que ce livre est aussi populaire sur les réseaux et pourquoi tout le monde adore. Clairement, il est à la hauteur de la hype selon moi. Et pour le coup, lorsque j'ai terminé le tome 2, je me disais cette duologie est un petit peu surcotée quand même. Mais avec le recul, je me dis que non, parce qu'elle a vraiment tous les bons ingrédients pour faire une bonne histoire. Et je comprends en fait pourquoi il y a autant de gens qui sont hyper fans. Et en fait, même si moi j'ai pas eu un coup de cœur et du coup j'ai été un petit peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un coup de cœur en entendant comment est-ce que les gens en parlaient, il y a tous les ingrédients pour faire une bonne histoire. Et j'ai pas tant de critiques que ça, à part quelques moments qui sont un petit peu longués et le fait que ce soit un petit peu long de se mettre dans l'histoire, mais c'est un univers de high fantasy, donc juste là c'est un peu normal. Dans un univers de high fantasy, généralement tu peux pas te plonger directement dans l'histoire, faut que tu réussisses à prendre tes marques, mais globalement je trouve que ça reste quand même une très bonne duologie, même si l'histoire n'est pas non plus hyper originale. Je pense que c'est vraiment les personnages qui font tout, et du coup est-ce que je recommanderais Six of Crows? Oui, totalement. Ensuite nous avons Le Chant d'Achille de Madeline Miller, qui est absolument partout. Enfin franchement, si vous allez sur BookTok, c'est sûr que vous l'avez déjà vu passer au moins une fois. Il n'a pas la même couverture en français, c'est une couverture noire et bleue je crois, mais il est absolument partout. Enfin il est décrit comme un livre hyper larmoyant, et en fait c'est un retelling de contes, pas du tout, c'est un retelling de mythologie grecque, donc de l'histoire d'Achille, mais en fait on est du point de vue de Patrocle, qui en fait au début est son ami et devient son amant, et en fait on les voit grandir ensemble, évoluer ensemble, affronter la guerre ensemble, etc. Et franchement quand je me suis lancée dans ce livre, comme je l'avais dit, je m'attendais vraiment, je m'étais préparée psychologiquement à être détruite psychologiquement, que j'allais pleurer, verser des torrents de larmes et tout, être en PLS des jours après, mais en fait non, enfin clairement j'ai terminé le livre, j'étais là en mode mais c'est tout. Enfin, je sais pas, j'ai pas du tout été transportée comme je m'attendais, et j'ai pas du tout réussi à accrocher à ce livre. Je sais pas si c'est parce qu'il est lyrique, parce que ce livre est extrêmement lyrique finalement quand on regarde. C'est joli en fait, c'est poétique, mais non, ça a pas résonné dans mon âme. J'ai pas réussi à m'attacher plus que ça au personnage, plus que ça à l'histoire. À partir de la moitié du livre, en plus j'ai commencé à m'ennuyer parce que c'est la guerre, du coup, le siège de Troie, etc. Ça dure pendant 10 ans, c'est bon. Au bout d'un moment, moi j'en avais marre en fait, la guerre. Ouais, non, du coup, j'ai pas réussi à accrocher. Donc, est-ce que je trouve que ce livre est overhyped? Oui, pour ce que c'est concrètement, parce que je m'attendais vraiment à un truc incroyable, mais du coup, j'ai été déçue. Après, je sais pas, est-ce que c'est parce que mes attentes étaient trop hautes? Peut-être, mais je sais que même si je l'avais lu dans un autre contexte, je l'aurais pas trouvé incroyable non plus, vous voyez. Là c'est un peu différent de Six of Crows, duquel j'ai été un petit peu déçue parce que du coup ça a pas été un coup de cœur, mais je trouve quand même que c'est un excellent livre. Alors que Le Chant d'Achille, je le trouve sympathique, mais sans outre mesure. Ma vidéo a été coupée, c'est-à-dire que j'avais filmé jusqu'à la fin et finalement j'avais plus assez de stockage, du coup je suis obligée de tout recommencer. C'est pas facile. Ensuite, le livre que je vais vous présenter après Le Chant d'Achille, c'est Keleana ou Throne of Glass en anglais de Sarah J. Maas. Et ce livre est tellement omniprésent, c'est-à-dire que sur toutes les étagères, sur toutes les bibliothèques de toutes les booktubeuses américaines ou anglaises que je connais, ce livre est présent, c'est-à-dire qu'elles ont toute la collection, etc. C'est une de leurs séries préférées. Enfin, j'ai vu tellement de personnes dire que Throne of Glass était une de leurs sagas préférées. J'ai été hyper choquée. Et sur Booktube, enfin là aussi on en parle H24 de Throne of Glass, il est vraiment partout. Et j'ai l'impression qu'il y a un petit peu deux teams en fait, parce qu'il y a les gens qui ont détesté ACOTAR et qui ont kiffé, qui ont absolument adoré Throne of Glass. Donc moi je discutais avec Estelle après avoir lu ACOTAR parce que j'avais pas aimé le premier tome, et Estelle me disait en fait que les gens, il y avait plein de gens qui avaient pas aimé ACOTAR mais qui avaient absolument surkiffé Keleana, donc peut-être que je devrais donner une chance à Keleana. Et effectivement l'opportunité s'est présentée au mois de mai,
au mois d'avril je crois, parce que Déborah m'a proposé qu'on fasse une lecture commune et qu'ensuite je passe sur son podcast pour qu'on puisse discuter de Kellyana. Donc si vous voulez mon avis plus en détail, je vous mettrai le lien en barre d'infos du podcast de Déborah où je passe en invité, où on discute de notre lecture. Alors déjà, avant de commencer à parler de ce livre, il faut que je vous dise que j'ai lu que la moitié, parce qu'en fait j'étais tellement saoulée que je me suis dit, enfin je vais me forcer à aller jusqu'au bout, mais au bout d'un moment j'en pouvais plus, et même Déborah m'a dit mais c'est pas grave, arrête et te force pas, parce que je pense que vraiment ça m'aurait causé peut-être même un reading slump, parce que j'en pouvais plus, même si pour le coup les derniers chapitres de la première partie commençaient à devenir un petit peu intéressants, mais sinon enfin je trouve que ce livre est absolument chaotique. C'est-à-dire qu'on suit donc l'histoire d'une fille qui s'appelle Kellyana, qui a 16 ans, qui est l'assassineuse la plus connue du royaume. Bon, jusque là moi ça m'a pas posé de problème, il y a plein de gens j'ai vu qui se sont plaints en disant ouais mais si elle a que 16 ans, 18 ans pardon, si elle a que 18 ans, comment elle peut être l'assassineuse la plus connue du royaume? Et j'avais envie de leur dire mais vous connaissez Miss Arya Stark ou pas? Parce que clairement vu tout ce qu'elle a fait, c'est grave l'assassineuse la plus connue du royaume, et elle n'a que genre 13 ans 14 ans, donc pour le coup l'âge ne veut rien dire, avec l'entraînement approprié on peut tout faire. Parenthèse refermée, donc c'est l'histoire de Kellyana, elle est hyper connue et tout, c'est une assassineuse grave reconnue, mais elle est en prison, enfin elle s'est fait en prison, enfin elle est plus au rang d'esclave à creuser dans les mines du royaume parce qu'elle s'est fait attraper du coup, et en gros il y a le prince qui déboule et qui lui demande si elle veut être le champion de son père pour un tournoi, et que si elle remporte le tournoi, elle regagnera sa liberté. Donc évidemment elle accepte parce que pour elle regagner sa liberté c'est le plus important après tout ce qu'elle a vécu, et donc elle va au château et elle va découvrir plein de trucs bizarres etc. Donc déjà premièrement moi encore une fois je suis tombée complètement dans le piège, alors que j'aurais dû le savoir que Sarah J. Maas écrit que de la romantaisie, mais je sais pas, ça m'est sorti de l'esprit, donc je m'attendais, c'est l'histoire d'une assassineuse donc je m'attendais à ce qu'elle assassine, mais en fait non, enfin jusqu'à la moitié du livre elle a toujours assassiné personne, et c'était trop bizarre parce que je trouvais qu'elle avait tellement un comportement puéril pour une meuf qui est censée être l'assassineuse la plus reconnue du royaume. Je comprenais pas trop ses choix, certaines choses qu'elle disait, j'arrivais vraiment pas à comprendre, enfin pour moi c'était vraiment un peu l'histoire d'une adolescente, les hormones, en fait on suivait l'évolution des hormones d'une adolescente, clairement pour moi c'était ça. En plus il y avait une ébauche de triangles amoureux qui commençait à se dessiner, et je déteste les triangles amoureux, enfin il peut y avoir quelques exceptions mais là c'était juste pas possible. Les personnages ne m'intéressaient pas, mais alors vraiment pas, j'ai pas réussi à m'attacher dans la première moitié que j'ai lue. Enfin bon bref, j'ai trouvé ça chaotique, il y avait un tournoi, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il y avait un tournoi, je comprenais pas d'où sortaient les autres champions, bref, j'en pouvais plus de ce livre en fait. Du coup j'ai arrêté. Est-ce que je lirai la suite un jour? Je ne sais pas, peut-être, sûrement même, parce que j'aime pas trop m'arrêter au plein milieu des trucs, parce qu'il faut savoir que c'est une saga de 8 tomes, et les gens disent en général on m'a dit oui non mais tu sais le premier tome c'est pas le meilleur et tout, ça s'améliore par la suite. Ouais, ok, d'accord, je veux bien comprendre qu'effectivement, surtout avec du Sarah J. Maas, les premiers tomes sont pas toujours les meilleurs et que ça s'améliore par la suite. Mais là, il y a genre 8 tomes et tout, je sais pas si je suis prête pour autant d'investissement émotionnel en fait. Donc ça reste quand même à voir. Mais concrètement ce livre, si je dois me baser uniquement sur le premier tome, même si je l'ai pas terminé, mais par exemple Déborah l'a terminé, elle a absolument détesté, on a généralement les mêmes avis sur les livres, et elle a absolument pas du tout, elle a pas accroché, donc je pense pas qu'elle lira la suite un jour. Mais non, si je dois me baser sur ce tome là, moi je pourrais absolument pas vous recommander cette saga étant donné que j'ai pas aimé. Donc est-ce que je trouve que c'est surcoté? Oui. Est-ce que même si je lis toute la saga je trouverai probablement c'est surcoté? Oui. Parce que c'est du Sarah J. Maas et que je trouve que toutes ces histoires sont un peu trop hypées pour pas grand chose finalement. Mais voilà, sinon si je devrais vous recommander un livre, ce ne serait pas celui-là du coup. Si on continue sur la lancée de Sarah J. Maas, on a bien évidemment Un palais d'épines et de roses. Là c'est l'exemplaire en anglais qui est donc à Cotard. Encore une fois, j'ai fait une vidéo dessus que je vous mettrai au-dessus de ma tête pour avoir mon avis plus détaillé. Mais si vous avez vu cette vidéo, vous savez que j'ai absolument détesté le premier tome, mais genre il m'est vraiment resté en travers de la gorge. C'est-à-dire que pour le coup, je me suis vraiment sentie trahie parce que c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais et que je comprenais pas en fait pourquoi est-ce que tout le monde trouvait ça incroyable alors que moi j'ai absolument détesté. Et en plus de ça, c'était une réécriture de conte, c'était la réécriture de La Belle et la Bête et moi j'étais pas au courant, donc j'avais encore moins saigné pour ça, vous voyez. Donc vraiment
J'ai vraiment eu une amertume qui m'est restée après avoir terminé ce livre. Mais oui, là aussi, ce livre, j'ai trouvé chaotique parce que, encore une fois, tu comprends pas ce qui se passe. Il n'y a pas particulièrement d'arc narratif, il se passe pas grand chose. L'histoire commence vraiment à avoir. Il y a vraiment des choses qui commencent à se passer à partir de genre 70%. Mais même là, c'est hyper bancal, t'as plein d'incohérences, etc. Enfin bon, bref. Voilà, c'est une saga qui s'améliore clairement à partir du 2. Hein. Enfin, j'ai toute la saga là, donc c'est bien parce que ça s'améliore. Mais si tu te bases uniquement sur le premier tome, tu peux clairement pas recommander cette saga. Enfin, moi, j'ai clairement pas pu. Pour le coup, je trouve que c'est un des tomes les plus cringy et les plus problématiques en plus. Donc, ouais, donc voilà. Donc, franchement, ouais, non, à Cotard. Mais de toute façon, en général, même si j'ai terminé la saga, je trouve quand même que Cotard, c'est une saga qui est hyper surcotée, vous voyez, hyper hypée, etc. Je comprends pas trop pourquoi, parce qu'il y a pas de plot en fait, il n'y a pas d'histoire, tu vois bien que l'histoire est hyper secondaire, et il y a tellement de trucs, tellement d'incohérences, etc. Dans la construction, le world building, il y a plein de trucs qui vont pas, donc je comprends pas, mais d'un autre côté je comprends, enfin je comprends sans comprendre, vous voyez, parce que d'un côté je trouve que cette saga est surcotée, comme je l'ai dit, mais j'arrive à comprendre pourquoi est-ce qu'elle est surcotée, parce que c'est un peu tous les ingrédients pour réussir quand même à créer une sacrée fanbase, vous voyez, enfin pour moi comme je l'ai déjà dit c'est un peu l'équivalent de Twilight en 2021, donc j'arrive à comprendre mais sans comprendre, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, en plus, j'avais fait l'erreur de lire ce premier tome en français, tout comme Kelly et Anna, mais vraiment une erreur monumentale que je ne recommettrai plus jamais, parce que je ne trouve pas que Sarah J. Maas, enfin j'aime pas la manière dont elle écrit en fait, et du coup le fait que ce soit en français c'est beaucoup trop littéral et je suis beaucoup trop proche du texte, donc c'est juste pas possible. Par contre quand j'ai switché et que j'ai commencé à lire en anglais, et bah déjà ça passait beaucoup mieux, et je pense que si un jour je retente Kelly et Anna, je lirai en anglais aussi directement parce que en français c'est juste pas possible. Et enfin pour terminer je vais vous parler d'un des derniers livres que j'ai lu, qui est From Blood and Ash, que j'ai lu pendant le challenge. Encore une fois c'est un livre que j'avais dit que je ne lirais jamais. Écoutez, j'ai menti, c'était pendant le challenge, j'avais besoin d'une romance. Je me suis dit bon pourquoi pas lui donner sa chance, parce que je le voyais partout sur Booktube, sur BookTok pardon, donc je me suis dit allez il est partout sur BookTok, etc. Même si je fais pas trop confiance à BookTok non plus par rapport aux recommandations, je vais aller voir pour savoir ce que ça donne. Alors, From Blood and Ash, c'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Poppy, qui est l'élue des dieux, et qui du coup est hyper protégée, enfin elle peut rien faire, elle peut parler à personne, ni aux hommes ni aux femmes, elle peut pas avoir d'amis, elle a que sa servante entre guillemets qui est devenue son amie, et du coup enfin elle a une garde rapprochée, etc. Et il y a un des membres de sa garde rapprochée qui va mourir et qui va être remplacé par un mystérieux jeune homme, un ténébreux jeune homme, hyper beau, etc. Et en fait Poppy elle en a grave marre de cette vie parce que c'est pas ce qu'elle a choisi, on lui a un peu imposé, elle a envie de vivre la vie d'une fille de son âge quoi. Et pour le coup, le premier chapitre commençait bien, enfin les premiers chapitres commençaient bien, c'était intriguant, etc. Je me disais ouais pas mal et tout, on va voir là où ça va nous mener. Mais en fait cette histoire ne mène à rien. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'arc narratif, je comprends pas. Même aujourd'hui, je comprends toujours pas ce qui se passe. C'est-à-dire que l'autrice, en fait, elle fait intervenir des créatures surnaturelles. Par exemple, on a des vampires, mais c'est pas vraiment des vampires, ou du moins ça s'écrit avec un Y. On a des loups-garous, mais c'est pas vraiment des loups-garous, et ça s'écrit pas pareil. Et Poppy, c'est l'élu des dieux, mais tu sais pas pourquoi c'est l'élu des dieux, tu sais pas pourquoi elle est surprotégée, tu sais pas pourquoi elle doit vivre comme ça. Enfin bref, il y a trop de questions qui sont en suspens. Le world building, je le trouve hyper bancal, personnellement. J'ai pas réussi à trop accrocher, j'ai pas réussi à savoir où est-ce qu'on allait. Et encore une fois, l'arc narratif c'était bizarre, il se passait rien, encore une fois, pendant la première partie du livre. Et comme j'arrête pas de le dire, ça me dérange pas quand il n'y a pas de l'action qui commence dès la page 1, mais il faut au moins que ce soit intéressant. Alors que là, c'était pas... Je comprenais pas trop, enfin c'était surtout Poppy qui faisait des promenades et qui parlait avec sa BFF et qui se faisait plaquer contre des murs, donc j'étais hyper sceptique. Heureusement à partir de 75-80% il y a des trucs qui commencent à se passer, il y a un plot twist, mais bon pour moi c'était pas vraiment un plot twist parce que j'avais déjà vu les fanarts, donc je savais ce qui allait se passer, mais n'empêche que c'était quand même, un plot twist plus ou moins intéressant, même si on le voyait quand même venir. Mais ce livre, mais pour le coup si je devais utiliser un mot pour décrire ce livre ce serait incompréhension, parce que je sais toujours pas, enfin, je suis hyper confuse, genre ça fait presque 2 semaines que je l'ai terminé, je suis toujours hyper confuse, donc j'avais dit que je lirais la suite parce que j'ai quand même envie de savoir si ça va mener quelque part et s'il y a vraiment un vrai arc narratif qui va se dessiner, parce que là pour l'instant je comprends pas. Du coup j'ai un peu l'impression que ce livre est
hyper hypée parce qu'il y a des smutty scenes, enfin il y a 2-3 smutty scenes, des scènes un peu olé olé, des scènes à la un peu chaudes parce que c'est du new adulte du coup, et que c'est des scènes qui sont assez détaillées, parce que concrètement, de vous à moi, je pense que s'il n'y avait pas eu ces scènes, ce livre ne serait pas aussi coté, enfin on va pas se mentir. Moi je pense que le livre serait pas aussi coté s'il n'y avait pas ces scènes là. Après c'est une tendance qui revient très souvent sur TikTok, hein, les livres hyper populaires et tout, c'est souvent des livres qui sont hyper smutty, enfin hyper, qui ont des scènes smutty et tout, donc voilà, c'est la tendance sur TikTok. Mais encore une fois, est-ce que je trouve que ce livre est surcoté? Alors oui, complètement, parce que encore une fois, il n'y a pas d'histoire et tu sais pas ce qui se passe. Donc voilà, je sais qu'il y a une grande fanbase, peut-être que par la suite je réussirai à comprendre lorsque je lirai le tome 2, mais sinon non, j'ai pas particulièrement accroché. Donc si je devais faire un bilan de cette vidéo, est-ce que je vous dirais de suivre les recommandations TikTok? Eh bien je pense qu'au vu de cette vidéo vous aurez compris que non, pas spécialement, parce que je sais pas trop quels sont les critères des gens. Après on peut pas tous aimer la même chose et chacun ses goûts, mais concrètement pour ces recommandations qui sortent à chaque fois, je m'attendais vraiment à des trucs incroyables et j'ai été déçue à chaque fois. En fait c'était décevant, et surtout c'est des histoires un peu bancales, vous voyez, donc bon, niveau arc narratif c'est pas trop ça. Donc moi les recommandations de BookTok, je me méfie un peu maintenant, hein, concrètement, parce que honnêtement là les livres dont je viens de vous parler, ça doit composer environ 70% des recommandations qu'il y a sur BookTok, et je trouve que c'est vraiment des livres qui sont overhyped mais à mort quoi. Après encore une fois c'est mon avis personnel, mais c'est des livres, je comprends pas trop en fait pourquoi est-ce qu'ils sont aussi hypés. Et voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu certains de ces livres ou pas, et surtout si vous aimeriez que je fasse une partie 2, parce qu'il y a encore des livres qui sont hyper recommandés et que je vois en fait passer souvent et je me dis est-ce que je les lis, est-ce que je les lis pas. Donc si ça vous intéresse que je fasse une partie 2, je ferai une partie 2 pour vous donner mon avis sur le reste des livres, dans la petite sélection que je vais faire du reste des livres sur BookTok. Mais sinon laissez-moi un petit commentaire et un pouce bleu pour me dire que vous êtes là, ça fait toujours plaisir, et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.